Salut les amis, j'ai un petit souci avec l'interview là. Donc j'ai enregistré une partie, enfin le son sur le Zoom et ben, la vidéo elle est sur l'ordi. Donc voilà. Donc comme c'est de la SF, en fait je me suis trompé de format. Du coup je peux pas le publier en format normal. Donc je vais le publier en format streaming. C'est pareil. Voilà. Donc comme ça vous verrez l'interview que j'ai fait. De mon ami qui travaillait avant dans les soutiens palliatifs. Voilà, vous allez comprendre un peu l'histoire. Allez, c'est parti. Bon, alors le temps de mettre en place, hein, donc on va ajuster l'écran, on va tout ajuster. Voilà, hop, hop, voilà. Normalement, ouais, très bon. Voilà, on devrait être bon là. Allez, c'est parti. Donc, il va y avoir un décalage entre la vidéo et bien sûr le son. Le temps que je mette les deux, il va y avoir une seconde de décalage. Allez, c'est parti. Tac. Bonjour à tous. Donc voilà, c'est Provence Investigation qui va procéder à l'interview. Je suis chez mon amie Valérie qui a apparemment un témoignage à nous proposer qui serait sur les soins palliatifs. Donc je vais la laisser parler et poser quelques questions pendant quelques minutes. Voilà. Ça va pas. Bonjour donc Valérie. Au cours de mon activité professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre des soins palliatifs, c'est-à-dire les unités de fin de vie, où tout le monde sait très bien que quand on y rentre, c'est pour venir y décéder, et que le but des soins palliatifs est de faire en sorte que la fin de vie soit la plus confortable et la moins douloureuse possible. Hormis ce genre d'activité, nous avons pu assister à notre plus grande surprise que certains patients avaient une faculté à décider du moment ou de l'heure de leur décès. Donc nous avons eu des gens qui médicalement ne devaient pas avoir une espérance de vie de plus de 48 à 72 heures estimées par les médecins, et qui ont pu tenir plus de 3 à 4 mois, car il y avait dans leur vie, et ça on s'en est aperçu après avec le contact avec les familles et les diverses discussions, il y avait des événements fort marquants dans leur vie, tels que des mariages de petits-enfants ou des naissances à venir. Et une fois que la naissance avait eu lieu, qu'on leur avait présenté des photos des bébés ou des photos des jeunes mariés, dans les quelques minutes qui suivaient, ces personnes s'éteignaient. Donc là, on ne comprenait pas ce qui pouvait se passer. Donc c'était une force mentale où on n'aurait jamais réussi à déterminer exactement ce qu'il en était. Et une deuxième chose qui nous a beaucoup perturbé, c'est des patients qui avaient par exemple le désir de partir seuls, sans leur famille, pour ne pas les choquer, les perturber. Donc on a eu le cas d'une personne où la famille voulait rester absolument en permanence dans les chambres
pour être là au dernier moment, pour recevoir le dernier souffle, tenir et attendre que ces personnes ou aillent boire un café au restaurant ou rentrent pour la nuit. Et à ce moment-là, lâcher prise et rendaient leur dernier souffle de la manière dont ils voulaient le faire. Nous avons également pu observer l'inverse, des gens qui voulaient absolument être là, avoir leur famille autour d'eux, ou pour dire un dernier adieu, une explication, un encouragement au fait de ne pas avoir peur de ce qui allait se passer. Et être dans la douleur, où on s'attendait à ce que ce dernier souffle arrive d'un instant à l'autre, tenir jusqu'à ce que la famille arrive, même s'il y avait 3 à 4 heures de voiture. Donc c'était très très surprenant. Donc en fait, c'est surtout la volonté la volonté de l'esprit qui permet encore de tenir le corps en vie. C'est ce que nous pensons. Et après, est-ce qu'il ne s'est pas passé peut-être dans le service des phénomènes un petit peu particuliers suite à des décès, suite à paranormaux, pas forcément paranormaux, ce qui pourrait être le cas, mais des choses un peu particulières, des bruits, des voix, Non, ce phénomène ne s'est jamais produit, au su et au vu des équipes de jour et de nuit. On n'a jamais remarqué ce genre de choses, puisque quand même on était dans une ambiance extrêmement paisible et extrêmement joyeuse. C'est ce que je qualifierais de... ce qui se passe à la maison à Gardanne, c'est que ça respire plus la vie que la mort, et les gens étaient très bien préparés, donc je pense qu'ils sont tous partis d'une manière où ils avaient tous fait ce qu'il fallait, ce qu'ils voulaient faire jusqu'à la fin. Donc là, il y a vraiment, on va dire, si on peut dire ça comme ça, une décision du moment où on va partir. On va partir. Ah oui, là j'ai le cas qui est flagrant d'une dame que j'ai accompagnée jusqu'au bout. C'était une dame qui avait 32 ans, qui souffrait d'un cancer généralisé, qui était maman de 2 enfants, donc en bas âge, et qui m'avait demandé de l'accompagner parce qu'elle avait un travail à faire qui lui tenait à cœur. Elle voulait écrire une lettre à chacun de ses enfants, une lettre par an, pour leur raconter, comme si elle était toujours là, et où elle leur expliquait que tout allait bien, qu'ils avaient grandi, qu'ils avaient passé leur bac. Donc elle s'était projetée dans l'avenir. Donc il y avait plus d'une trentaine de lettres que j'ai écrites sous sa dictée. Et la veille de son décès, donc nous avons mis les lettres sous enveloppe, mis des rubans de satin autour de chaque paquet. Donc chaque enfant avait un paquet. Donc elle avait fini pour elle ce travail de les accompagner jusqu'à leurs 18 ans. Et le lendemain, les enfants sont venus. Elle leur a remis chacun leur paquet en leur expliquant ce que c'était, que c'était un peu comme un calendrier de l'Avent, qu'ils avaient une enveloppe à ouvrir chaque année, une pour leur anniversaire et un pour Noël. Et elle a lâché prise dans l'après-midi. Donc elle avait fait exactement ce qu'elle avait voulu.
D'accord, donc il y a vraiment une volonté de l'esprit de la personne de partir au moment décidé, quand c'est pas dans un cas extrême comme un accident. Oui, ou un accident de voiture où là on ne choisit pas son heure. Mais où des cas où, de cancer, de sclérose en plaques, on arrive à voir des cas où vraiment ce qui se passe dépasse l'entendement médical, humain, et où on n'a aucune explication logique à donner sur le choix de l'heure du départ ou le maintien en vie jusqu'à ce que l'événement se soit produit, que la personne attend, et qu'il en ait la preuve. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que, par exemple, pour une naissance, bon, même si on vous annonce que la naissance a eu lieu, que c'est un petit garçon ou une petite fille, si on ne le sait pas, ils attendaient la photo, la preuve. C'est la photographie. C'est la photo, voilà, où la personne était vraiment sûre que la chose était faite et qu'elle pouvait partir. Ou alors nous avons des cas aussi de personnes qui avaient fait la demande de nous fournir une liste de personnes à voir avant de partir. Et donc on téléphonait, on convoquait ces personnes-là. Et certaines avaient des obligations ou professionnelles ou familiales ou d'éloignement géographique, donc c'était pas évident de pouvoir venir tout de suite et de trouver un avion ou un train avant 2-3 mois. Et cette personne avait attendu de voir tout le monde avant de partir. Donc il y a vraiment des cas. Une volonté, on va dire, de l'esprit. L'esprit maîtrise le corps. Avant de pouvoir dire. Oui, avant de vraiment lâcher. Non, c'est bon. J'ai fait, j'ai vu, je peux partir tranquille. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas forcément d'atmosphère particulière. C'est parce que les gens sont partis, on va dire, entre guillemets. En ayant fait tout ce qu'ils avaient voulu, tout ce qu'ils avaient prévu ou désiré. Donc il n'y avait aucune raison pour que leur départ se passe mal. Est-ce que dans un hôpital, par exemple, si on prend cet exemple-là, où, bon, entre guillemets, on peut dire que ça se passe bien, oui. Mais disons que le départ se fait de manière plus violente, plus volontaire, enfin, plus moins volontaire, encadré. Par rapport à un hôpital où ça serait plutôt, enfin, c'est un hôpital, parce que bon, c'est soins palliatifs, c'est un domaine hospitalier quand même. Mais je ne serais pas dans un cas où ce soit un coma ou que ce soit autre chose. Je pense que des personnes qui sont en coma sont quand même en soins palliatifs aussi. Et puis il y a surtout les cas où on demande à la famille de débrancher, de prendre la décision de savoir si on débranche ou pas des gens qui sont maintenus dans le coma en état de mort cérébrale. Cette personne-là n'est plus en état de donner son choix. Elle ne choisit pas à quel moment elle va lâcher prise. C'est une autre personne qui va le faire. Donc effectivement, ça peut être le cas on peut trouver des cas de présence ou de non-compréhension que la personne est morte. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts, en fait. C'est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler une errance hospitalière. Enfin, la personne ne sait pas qu'elle est morte et erre dans les couloirs ou de sa chambre. Oui. Pendant quelques temps, peut-être pas tout le temps, mais il y a eu des cas quand même. Oui. Après, on n'a pas beaucoup de témoignages et beaucoup de recul là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il serait intéressant pour nous de savoir effectivement si des personnes ont rapporté des mouvements particuliers, quoi.
Sûrement. Mais pas dans Ce serait intéressant de le savoir. pas au niveau du soin palliatif, vous avez pas eu Je pense pas parce que tout est fait pour que les choses se passent le mieux possible et le moins douloureusement possible. Et les gens ont le choix, comme dans les soins palliatifs, il y a énormément de personnel. Les infirmières et aides-soignantes, plus tout le personnel d'accompagnement, ont beaucoup de temps pour s'occuper de ces personnes-là. On n'a pas du tout le même profil en milieu hospitalier classique. Donc effectivement, il peut y avoir des gens, on demande moins à la personne, moins souvent comment elle va, ce qu'elle veut, quels sont ses désirs. Par exemple, écrire autant de lettres. Ils n'ont pas ce personnel-là pour pouvoir le faire. Donc la personne, étant tellement douloureuse, ne peut pas, avant que ce soit sa famille, ne peut pas faire ce travail-là. Et puis le faire, mais après, selon ce que la personne dit, c'est très difficile pour la famille d'écrire ces lettres. Parce qu'ils sont personnellement concernés. Donc c'est plus facile qu'elle soit écrite et puis lue au bon moment, que ce soit fait par un étranger ou quelqu'un qui n'est pas complètement impliqué émotionnellement. Après, il y a l'attachement au malade aussi. Là, voilà, gros problème, c'est que quand vous commencez à rentrer pour travailler dans ce milieu-là, on vous explique bien qu'il faut être dans la compassion, l'attention, mais qu'il y a une limite émotionnelle, affective, à ne jamais franchir. Un malade peut être un copain, mais jamais un ami. Et surtout jamais un pseudo-membre de la famille. À ce moment-là, on sombre dans... Parce qu'après, une fois qu'ils partent, le personnel est impliqué dans le travail de deuil et on a du mal à repartir sur quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas qu'il se passe. Et est-ce que ce lien affectif, si jamais il se produit, et ça pourrait être un attachement aussi pour la personne qui veut partir? Ça pourrait... Oui. Ça pourrait interférer dans son départ. Moi, je l'ai personnellement vécu. Je me suis extrêmement attachée à un de mes patients. Et le jour où celui-ci est décédé, j'en ai fait une dépression nerveuse parce que je n'ai pas pu travailler pendant 4 mois. Parce que j'étais allée trop loin avec cette personne-là, non que ce soit une relation amoureuse, mais nous avions tellement sympathisé que on est devenus vraiment extrêmement amis, et j'ai eu le même problème de faire mon deuil, et sûrement lui de me quitter. Ça a dû lui poser un gros problème. Il aurait peut-être mis un temps à partir. À partir. Et souvent... c'est possible. Souvent l'esprit, quand on est très attaché à quelqu'un, plus on s'attache, moi c'est du peu que j'en connais, si on est vraiment attaché à quelqu'un et que c'est trop fort, on peut retenir justement son esprit. Et c'est pas forcément facile. On met le doigt sur quelque chose qui me concerne personnellement. Oui. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Nous savons de qui nous parlons. Ouais. Si tu veux en parler, tu peux. Si tu ne souhaites pas, ne le fais Oui, pas. maintenant je peux. Oui, effectivement, j'ai perdu ma grand-mère alors que j'avais 20 ans. Et nous habitions dans la même maison que mes parents. Et c'est elle qui m'a élevée, quasiment en totalité. Et nous avions une relation quasi fusionnelle.
Et jusqu'à ce qu'elle parte en 1989 d'un cancer. Je ne m'étais pas rendu compte que les données étaient faussées. Pour moi, je me suis rendu compte que j'avais deux mères. J'avais une mère qui était ma mère biologique et ma grand-mère avait pris, sans le vouloir, et puis avec mon aval complet, la place de mère. Et lorsqu'elle est partie, moi j'ai eu le cœur qui s'est coupé en deux. Et j'ai mis 25 ans à faire mon deuil. Ah oui, c'est énorme. Je n'ai pas pu rentrer dans sa maison pendant plus de 10 ans. Je sentais sa présence dans les escaliers, un peu de partout. Dès que je montais les escaliers, j'avais toujours l'impression que la porte allait s'ouvrir. Et le jour où j'ai pu rentrer dans sa chambre, donc 10 ans après, il y avait un miroir dans son armoire. Et là, quand je me suis regardée dans l'armoire, il s'est passé quelque chose, je crois que je n'oublierai jamais. Alors je ne sais pas si c'est mon esprit qui m'a joué un tour, ou si la chose était vraie. Pendant un bref instant, je n'ai pas vu mon reflet dans le miroir. J'ai vu ma grand-mère. Et il y a eu quelques événements d'objets que je cherchais qui étaient à elle, qui m'étaient revenus, et où je ne me souvenais plus où est-ce qu'ils étaient rangés. Et il suffisait que je dise à voix haute ce que je cherchais. Et très bizarrement, alors que j'avais cherché partout, je retrouvais l'objet sur une table, mais très, très en vue. Donc je n'aurais pas pu y passer à côté. Ça s'est produit plusieurs fois. Un peu comme si elle les avait cachés, et de façon ou qu'elle me les ait rendus. Ou qu'elle les ait rendus. Qu'elle savait où c'est qu'ils étaient rangés, et que voilà, elle me les avait posés là pour que je les retrouve. Ça fait un peu comme quand on cherche un outil qu'on ne trouve pas. Tout à fait. C'est un peu le même principe. Oui. Je vois que c'est dur pour toi d'en parler. C'est encore, bien que ce soit lointain, c'est encore un sujet qui me touche énormément. Qui est difficile. Oui. Mais elle m'a donné, je pense, quelques signes de... De toute façon, le jour où je me suis mariée, puisque elle était décédée le jour de mon mariage, à la mairie, je ne l'ai pas du tout senti. Par contre, à l'église, je l'ai senti dans mon dos pendant toute la cérémonie. Comme si elle était juste derrière mes épaules. Un peu comme si elle t'accompagnait. Exactement. Exactement. Et ça jusqu'au moment de la sortie de l'église. Et là, je suis sûre et certaine qu'elle était là. Ouais, les personnes à qui on s'attache aussi. Très dur. C'est très dur. Ouais. Si tu as quelque chose à ajouter encore, n'hésite pas. Sinon... non, je n'ai rien de plus. Ça... En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Et puis voilà. Donc vous voyez, c'est pas forcément. On n'a pas forcément à attendre de l'autre côté pour témoigner. Voilà, donc on a un témoignage quand même qui est assez saisissant, authentique. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. C'était volontiers. Allez, salut à tous. Au revoir. Au revoir.